Bonjour. Les tablettes, phablettes, Google Glasses et autres montres connectées que nous utilisons constamment aujourd'hui sont le fruit d'une évolution technologique qui a débuté au milieu des années 1970. À cette époque, on ne savait pas que ces objets prendraient une place si importante dans notre quotidien ou bien même qu'ils existeraient. C'est pourtant dès ce moment, et peut-être même avant, que les premiers germes de la mobilité voient le jour. Mais pour que cette mobilité puisse exister, il fallait d'abord que les ordinateurs personnels soient intégrés dans notre vie quotidienne. Parlons donc dans un premier temps des tout premiers micro-ordinateurs. Leur histoire a débuté dès le début des années 70. Le Micral, dont le développement a eu lieu en 1972, est un ordinateur français qui a été développé pour l'Institut national de recherche agronomique, autrement dit INRA, et puis vendu pour des administrations françaises. La première version ne possédait pas d'écran ou de clavier, mais d'un télétype et d'un magnétophone à bande, en guise de lecteur de mémoire. Cette avancée technologique ne visait pas à améliorer les ordinateurs, mais plutôt à les miniaturiser et surtout à diminuer leur coût de production, car le prix des ordinateurs passe alors de 45 000 à 8 000 francs. L'Altair 8800 est vendu dès 1975 par la société américaine du même nom, pour 400 $ US, qui est équivalent à environ 2 000 francs de l'époque. Lorsqu'on achetait cet appareil, on recevait un kit qu'il fallait monter soi-même. Il ne possède ni clavier ni écran, mais on peut considérer qu'il s'agit du premier ordinateur personnel, car son prix et sa taille ont permis l'entrée des premiers ordinateurs dans les foyers. Malgré tout, cet appareil n'aura pas le succès escompté par ses créateurs, tout simplement parce que pour beaucoup de gens, même s'il était finalement assez simple à monter, on n'avait aucun moyen de comprendre à quoi il pouvait bien servir, n'ayant ni interface intuitive, ni clavier, ni écran. Derrière l'histoire de l'Altair 8800 s'en cache une autre, qui aura des répercussions fondamentales sur tout le marché des ordinateurs. C'est celle du premier système d'exploitation pour ordinateur personnel. Deux jeunes ingénieurs programmeurs, Bill Gates et Paul Allen, décrivent un nouvel OS, Operating System, l'Altair Basic, qui est l'ancêtre du DOS ou du MS-DOS. Ils le vendent 35 $ pour chaque unité vendue et créent pour l'occasion la société Microsoft. C'est grâce à ce logiciel unique que débutera une très grande et profonde mutation, celle du déplacement de la valeur liée au matériel informatique vers une valeur logicielle dématérialisée. C'est également à ce moment que naît l'idée d'ordinateurs qui fonctionneraient tous avec le même OS, d'abord DOS, puis Windows, etc. Et en 1976, c'est déjà une nouvelle révolution qui commence, celle d'Apple, initiée par ses deux créateurs, Steve Jobs et Steve Wozniak. Ces deux jeunes ingénieurs créent dans un garage leur premier ordinateur et le vendent sous le nom de l'Apple One. Cet appareil, dont la coque est en bois, est vendu au prix de 666 $. Il est associé à un clavier et peut être branché sur une télévision. Mais sa diffusion reste confidentielle. Le nom de la société Apple Inc. est l'objet de spéculations sans fin qu'on a pu lire ici ou là sur Internet. D'après le biographe officiel de Steve Jobs, cependant, ce nom est dû au fait qu'il était végétarien et avait travaillé dans des vergers. Le logo, simple, représente un état d'esprit très babacool. La pomme croquée, même si elle a perdu de nombreuses couleurs depuis sa création, reste le logotype attribué de la marque. En 1977, Apple produit l'Apple II. En 1980, l'Apple III, puis en 1983, l'Apple Lisa. Mais c'est surtout en 1984 qu'est proposé le premier Macintosh, doté, chose innovante pour l'époque, d'une interface graphique et d'une souris. C'est cette révolution qui verra définitivement l'ordinateur entrer dans les foyers. C'est aussi probablement à cette époque que la marque associe son nom avec une rhétorique de révolution. Mais IBM n'est pas en reste. La société rentre dans la danse de la micro-informatique en 1981
en lançant l'ordinateur personnel ou PC pour Personal Computer. Elle signe un accord avec la société Microsoft, créée par Bill Gates et Paul Allen, comme on l'a déjà dit, et équipe leur machine d'un système inédit, le MS-DOS. Entre 1981 et 1983, les ventes de PC passent de 20 000 à plus de 50 000 unités. En 1984, IBM vend 60% de tous les micro-ordinateurs achetés au cours de l'année dans le monde. Avec Apple, IBM, Microsoft, une autre entreprise fut déterminante dans le développement de la micro-informatique. C'est la société Intel. Au début des années 70, elle met au point l'élément fondamental pour la construction d'ordinateurs plus petits, le microprocesseur, dont le premier vendu pour des calculatrices fut l'Intel 4004. La production de ces puces informatiques est mise au point, ce qui a permis de produire des éléments fiables à grande échelle. Cet afflux d'argent permet à son tour de financer la recherche et le développement qui permettent d'amplifier année après année la puissance des micro-ordinateurs. Toutes les entreprises qui veulent produire des ordinateurs personnels y insèrent les processeurs Intel. Et comme ce marché est en évolution permanente, la société se développe et construit un véritable empire. En 1981, Intel met sur le marché un microprocesseur très puissant nommé le 8088, qui intègre sur une surface de 5 mm² plus de 450 000 transistors. À la fin des années 90, plus de 80% des ordinateurs sont équipés par les puces Intel. C'est donc Intel qui permet aux entreprises produisant des ordinateurs, IBM et Apple en tête, d'améliorer constamment la puissance des produits qu'ils proposent sur le marché. L'entreprise nourrit la fameuse conjecture de Moore qui dit que le nombre de transistors sur une surface de semi-conducteur donnée double tous les 18 mois. Le développement des Mac et des PC n'est pas uniquement le fruit de l'évolution des ordinateurs et de leur puissance, mais également de celle des nombreux périphériques, claviers, souris et écrans en tête, qui ont facilité l'utilisation de ces nouveaux appareils. En 1984, seuls 3 périphériques étaient connectés à l'ordinateur. L'écran, ridiculement petit, la souris avec un seul bouton et le clavier, qui est fondamental si on veut interagir avec la machine, ne serait-ce que pour construire de nouveaux programmes. Mais commençons par le clavier informatique. Son invention remonte au début des années 1960. Mais chaque constructeur construisait son propre matériel. Il n'y avait ni normalisation et chacun avait ses propres protocoles de communication avec l'ordinateur. Les claviers d'aujourd'hui sont la résultante de normalisation. D'une part, celle du clavier lui-même, qui doit communiquer avec tout ordinateur à l'aide d'un protocole unique, et d'autre part, la possibilité de pouvoir construire des claviers qui peuvent être utilisés non seulement par les anglo-saxons, mais dans tous les pays, avec un ordonnancement de lettres différent, voire pour servir du texte avec un jeu de caractères qui n'est pas latin. L'ensemble de ces normalisations sera complètement opérationnel au début des années 80. Désormais, l'ordinateur personnel peut être distribué dans tous les pays du monde. En 1984, la norme d'un clavier de 105 touches est créée par l'Association française de normalisation, norme qui est toujours utilisée aujourd'hui. Puis, au fur et à mesure, les claviers évoluent. On parle de claviers au départ mécaniques, puis des claviers à membrane ou à chicle, et enfin virtuels. Aujourd'hui, quels que soient les claviers, tous obéissent aux mêmes normes et sont toujours utilisés, y compris les claviers connectés par Bluetooth par exemple aux périphériques mobiles. L'histoire du périphérique de pointage, qu'on appelle souris dès sa création, débute dès les années 1960. Après avoir subi quelques améliorations, elle est connectée pour la première fois en 1973 sur un ordinateur Xerox. C'est un appareil dont les entreprises informatiques achètent le brevet, et ce jusqu'en 1987. Mais quelques années auparavant, en 1983 pour être précis,
Apple commercialise le premier ordinateur personnel connecté à une souris en même temps que la première interface utilisateur avec l'ordinateur Lisa, qui est l'ordinateur précurseur du Macintosh. En 1987, le brevet de la souris rentre dans le domaine public et tous les ordinateurs, suivant l'exemple du Macintosh, possèdent désormais ce périphérique. D'autres boutons, molettes, fonctionnalités sont ajoutés à la souris. Aujourd'hui, on trouve des souris de gamers avec 6 boutons et des molettes diverses. La souris est l'objet qui permet d'interagir avec l'interface utilisateur. Très rapidement, l'ergonomie des interfaces s'amplifie pour tenir compte de l'utilisation de ce nouvel appareil. La souris a très certainement été la porte qui a permis au grand public d'utiliser les ordinateurs personnels dans la vie quotidienne. Depuis, de nombreux autres périphériques ont vu le jour. Des tablettes graphiques et des stylets, des trackballs, des scanners, des imprimantes, des graveurs de CD et de DVD. Tous ont pour but d'augmenter au maximum l'interaction de l'utilisateur avec son ordinateur. Ces outils ont sans aucun doute permis la domestication des PC et des Macintosh dans les ménages, devenant alors simples d'utilisation. Mais toute évolution technique a aussi ses inconvénients. C'est précisément cette multiplication pléthorique des outils avec les câbles y afférents qui a été perçue comme lourde, car il fallait, que ce soit pour sauvegarder des données, scanner, imprimer, que sais-je, avoir plusieurs périphériques. Le nombre de câbles de connexion et leurs standards se multipliaient à l'infini. Il fallait donc inventer de nouveaux objets, simples d'utilisation, qui regrouperaient l'ensemble de fonctionnalités des ordinateurs sans avoir leurs inconvénients ou leurs contraintes. La mobilité était née.